Alors c'est parti pour un petit montage de rêve. On va monter un petit tendu rigide, un hardtail, vraiment top la classe. Tous les composants choisis ont été choisis pour pouvoir envoyer du lourd en descente. Donc ça va vraiment être un endu rigide un peu de l'extrême. Bon, on va quand même être sur un budget un peu conséquent, parce que ça va vraiment être un beau vélo, avec des couleurs un peu originales. On va voir un peu si tous les choix faits vont s'unir. Donc pour le cadre, c'est un Dartmoor, donc c'est un Primal en 29 pouces. Donc c'est vraiment un très bon cadre d'endu rigide. Il n'est pas excessivement cher, c'est un cadre qui se trouve à moins de 500 € dans le grand public, donc aux alentours des 450. C'est un cadre qui a vraiment une super géométrie pour l'enduro. Il a une base assez courte, il a un tube de selle qui est quand même bien dans l'axe du boîtier de pédalier, ce qui permet d'être assez performant au pédalage. Il a un angle de direction vraiment très ouvert, 65 degrés je crois. Donc ça fait un vélo vraiment très stable en descente. Il a un reach assez long, d'ailleurs il est marqué je crois, 470. Donc c'est un vélo quand même qui nous amène un peu sur l'avant. Donc en montée, c'est pareil, ça donne encore de la performance au pédalage. Et en descente, ça donne une position bien agressive, un peu type DH. Donc vraiment un super cadre. Alors pour la transmission de ce bel endu rigide, on est parti sur du SRAM GX en 12 vitesses, monoplateau. Donc ça c'est vraiment une super transmission pour l'enduro, avec une cassette en 10-52 et un 32 devant. En plus, elle est en gris anthracite comme le vélo, donc je pense que ça va bien s'unir, ça va vraiment être joli avec les plateaux synchro. Donc les dents elles ont des formes spécifiques, ce qui fait que ça empêche de dérailler. Donc ça c'est vraiment une belle évolution aussi, plus besoin de rouler que des guides chaînes, c'est vraiment bien fait. Donc comme c'est une transmission au format dub, pour le boîtier de pédalier, on a pris un SRAM dub. Autant rester sur quelque chose d'uni en termes de transmission, surtout maintenant avec les 12 vitesses. Donc c'est des boîtiers classiques, BSA. Donc celui-là il fait que 2 longueurs, 68 ou 73. Donc bon, pour les cales, en général il faut regarder dans le manuel, mais il y a quand même, on va dire plus ou moins pour ce type de boîtier là, une norme. À savoir que vu que ta largeur de pédalier va rester la même, suivant la largeur de ton boîtier, il faudra mettre des cales. Donc celui-là, il fait 68 et 73. Donc si tu fais 68, forcément, tu auras une table de cale. On en mettra une de chaque côté sur ton boîtier de 68. Et si tu as un boîtier de 73 comme moi, tu enlèves les cales et tu le montes sans cale. Tu as des boîtiers qui font plus de largeur, c'est-à-dire qui vont comme les Hope ou les Raceface, ça va jusqu'à 83 je crois, ils font 68, 73 et 83. Donc là tu auras des cales encore en plus, donc là tu regarderas. Donc en général quand tu es sur 73, donc 68 tu auras 3 cales, 73 tu n'en auras qu'une d'un côté et 83 tu n'auras pas de cale. Mais bon à vérifier, c'est pas une généralité. Par contre sur le boîtier dub, tu as plusieurs cales avec... Parce que tu as des cales qui vont, donc c'est des cales externes. Donc c'est des cales qui se posent à l'extérieur, côté droit, côté du pédalier. Donc si c'était sur des boîtiers standards, donc t'es pas au format Ultra Boost ou que t'es pas sur du fat bike, tu rajoutes une cale de 4,5 là sur le côté pédalier. Et que tu sois en 68 ou en 73, il faudra mettre cette cale. Alors sur les boîtiers, tu as un côté droit, tu as un côté gauche, c'est comme le port salut, c'est marqué dessus, mais sur les SRAM, également pour la cartouche au milieu, tu as un côté droit et tu as un côté gauche. Hop, donc ça sera le côté gauche, ça c'est le côté droit. Alors moi sur les roulements, tout ce qui peut être exposé un peu à l'humidité, j'aime bien mettre de la graisse. Alors c'est vrai qu'elle est un peu chère, mais c'est des graisses étanches à base d'aluminium. Donc ça c'est vraiment de la super graisse. Au moins t'es pas emmerdé avec l'humidité. C'est pas des endroits où tu as besoin de bourrer comme un âne.
Donc là, pas de cale, hein. Je suis sur un boîtier de 73. Pour le serrage, tu peux y aller un peu, hein. On est sur 50 Nm. Donc là, c'est marqué dessus. Le boîtier, hein, il y a déjà de la graisse dessus. On va la virer. On va mettre un peu de la graisse étanche. Donc la fameuse bague de 4,5 mm qu'on met à l'extérieur. Donc le marquage, hein, là on voit marqué Dub, il va à côté pédalier. Hop, on enquille. On place le plateau. De toute façon, comme tu peux voir, si tu oublies de mettre la cale, ton plateau, vu que tu as 6, je crois que tu as 6 degrés sur les origines là d'offset, donc il rentre vers l'intérieur, et ben il va venir frotter sur ton cadre là. Donc tu te rendras vite compte que tu as oublié de mettre la cale extérieure. Là pareil, hein, c'est marqué dessus, 54 Newton. Donc tu serres à 54 Newton avec ta clé dynamo. Et voilà. Donc après, la particularité de la technologie Dub de SRAM, c'est que c'est des boîtiers et des pédaliers qui s'adaptent, enfin qui sont standards. Tu n'as pas besoin de changer ton pédalier si tu changes de vélo et de type de boîtier. Donc du coup, tu as une vis de réglage qui te permet de régler, enfin de supprimer le jeu. Donc tu n'as pas besoin de biais, hein. On y va juste en pression. Quand tu vois qu'il n'y a plus de jeu, hop, tu viens bloquer la petite vis de réglage. Alors elle n'est pas grosse, hein, il ne faut pas serrer trop fort, c'est juste pour bloquer. Voilà, j'ai pas mis beaucoup, hein, peut-être 1 Newton, ça suffit pour pas qu'elle se dévisse. T'as plus de jeu. Parfait. Voilà, poser le dérailleur sur la patte. Donc pareil, le dérailleur un peu gris anthracite, là, c'est bien joli. Je vais bloquer la chape à l'avance. Faire chier pour le visser. Hop. Donc là, par contre, tu mets pas de graisse, hein. Tu as un peu de frein filé, c'est que c'est fait pour... Par contre, si je prends la bonne clé, ça va aller mieux. Donc là, on met pas de graisse, hein, comme je disais, c'est du frein filé. On fait gaffe à la petite bordure derrière pour la vis d'englobé. Il faut bien la mettre sur la cale. C'est pour aller dessus. Parce que sinon, ton dérailleur, après, il ne sera pas embuté. Là, si tu la mets pas comme il faut, il va passer de l'autre côté. Donc là, on serre sans non plus trop biller. C'était aux alentours des 5-6 Nm là. 6, c'est normalement largement suffisant. Bon, là, on voit bien, hein. Quand on achète un cadre nu, souvent les portées des freins sont pas usinées. Donc là, il y a encore toute la peinture dessus. Donc ça va falloir y poncer. Alors la transmission SRAM GX en 12 vitesses, ça dans le commerce, tu le trouves aux alentours des 600-650 € à peu près, parfois un peu moins sur les gros fabricants. Enfin les gros distributeurs, tu arrives parfois à les trouver dans les, je crois, 550 € à peu près, la transmission complète. Enfin le groupe, du coup, complet. Sans les freins. Donc c'est quand même abordable pour du matériel de vraiment de très bonne qualité. On n'est pas loin du haut de gamme. Alors le jeu de direction. Bon, j'ai pris un Dartmoor, hein, celui qui va avec le cadre. Parce que c'est vraiment un jeu de direction de bonne qualité. Les roulements sont vraiment très beaux et fiables. Donc
ça c'est un jeu de direction, je crois qu'il vaut quand même, il est un peu cher, hein, il est dans les 50-60 balles, hein, ce jeu de direction là. Donc pareil, hein, comme c'est toujours des zones exposées aux intempéries, tu mets de la graisse à base d'aluminium, hein, de la graisse étanche, donc ça va prolonger la durée de vie des composants et de l'entretien. Donc là j'en mets quand même une petite couche pour que ça me tienne les roulements en place quand je vais les poser. Donc là c'est de l'intégrer, hein. Donc tu poses les roulements directement dans le cadre. Donc là c'est aux normes, je crois que c'est IS 42 celui du bas, enfin celui du haut, et IS 52 celui du bas. Alors pour la fourche, on a pris du lourd, puisque c'est la RockShox Zeb, donc en 38. Donc ça c'est une machine de guerre à un prix abordable. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que les Fox. Donc là c'est pas le modèle le plus haut de gamme, hein, c'est la Select, donc avec la cartouche chargeur. Donc tu as quand même un réglage des basses vitesses, et comme toutes les fourches, hein, du rebond. Ce qui est largement suffisant en termes de réglage pour 90% des utilisateurs. Après sur le modèle Ultimate, tu as la cartouche RC2, donc là tu as réglage compression haute et basse vitesse. Alors c'est vrai que quand tu maîtrises les réglages, c'est quand même un petit plus. Mais là tu as largement de quoi te faire plaisir, sans te prendre la tête. Il va falloir recouper le pivot. Donc ça, c'est de la fourche hyper rigide. L'arche centrale, là, ils l'ont vraiment renforcé, hein, pour rigidifier la fourche en 29. Alors ça, c'est une fourche qui est conseillée en prix de vente dans les 950 €, mais tu la trouves en général aux alentours des 800, 850 en 160. Et sur certains modèles avec plus de débattement, genre 170, 180, hein, vu que c'est des fourches qui sont un peu moins vendues, tu arrives même à la trouver aux alentours des 780 €. Donc c'est vraiment un prix hyper intéressant pour du matos vraiment de qualité qui te permet d'envoyer vraiment du lourd, même dans très très défoncé, quoi. Là on est sur des diamètres de plongeur de DH. 38, c'est ce qu'ils avaient en DH avant. Bon, maintenant c'est du 40, mais c'est vraiment un truc de dingue. Alors on va mettre un peu de graisse avant d'installer le cône de fourche. Donc ça c'est pareil, hein, le cône de fourche. Autant utiliser celui qui est fourni avec le jeu de direction, comme ça tu es sûr que la courbe, là, la pente, elle respectera bien l'angle de ton roulement. Hop. On va prendre notre emmanche cône. Tac. Tu brouilles un peu. Et voilà. Vérifie qu'il est bien posé à plat. Nickel. Voilà. Ça nous permet de pouvoir faire les réglages tranquilles pour couper le pivot. On va poser la bague de guidage. La petite cale d'épaisseur, l'entretoise, le capot. Vérifie que ça frotte pas, sinon il faut rajouter une entretoise. Voilà, on est bien. Des petites entretoises de direction en carbone. Ça c'est vraiment pour l'esthétique, c'est vraiment joli. Donc la potence XLC. Donc ça c'est une potence à 50-60 balles. Donc elle est en 40 de déport. Alors c'est pas la peine de mettre des déports énormes là sur les Dartmoor Primal, parce que vu que tu as déjà un reach assez long, ça te permet d'avoir une potence assez courte et d'être proche de... Hop. Alors
avoir ton guidon proche de l'axe de la fourche. Une fois que tu as fait ton repère, où c'est que tu veux couper ton pivot, eh ben, t'as plus qu'à couper. Bon, la coupe est bien propre. Ça va bien avec ces guides de coupe là. Parce que pas besoin de limer tellement c'est lisse. Ensuite, on va mettre notre étoile. Hop, avec un emmanche étoile. On va essayer de la mettre droite et à la bonne hauteur. Impeccable. Après tu dévisses. Le petit bouchon personnalisé, c'est des petits plus qui font joli. Donc il va y avoir beaucoup de violet sur le vélo. Donc j'ai pris une vis violette. On va voir ce que ça va donner quand tout sera monté. Ah, c'est pas la peine de trop serrer pour l'instant, parce que ton jeu de direction, tu le règles au sol, avec les roues montées. Alors le guidon c'est un XLC aussi, comme la potence, en 31,8, en blanc. Donc on verra, c'est peut-être là qu'il y aura peut-être une faute de goût une fois que tout le matos violet sera posé. Est-ce que le blanc ça va bien aller ensemble ou est-ce que ça va jurer? On verra à la fin si c'était le bon choix ou pas. Pas la peine de serrer trop pour l'instant. On fera tous les réglages à la fin comme il faut, au couple. Ça, les garde-boue intégrés, c'est vraiment un bon truc. Plus besoin de se faire chier avec les riselants pour faire tenir ces garde-boue. Ça, c'est vraiment une bonne idée. Ça a pas gueule, c'est un peu rigide, mais c'est joli. Alors la tige de sel, c'est une XLC. Donc c'est des bonnes tiges de sel. Donc ça, c'est technologie ressort. Donc à l'intérieur, hein, pas d'huile, juste un peu de graisse, un ressort et un blocage qui se fait toujours par tirage par câble par le bas. Il y a 3 ou 4 technologies pour les tiges de sel. Donc tu as les modèles comme ça à ressort, donc il n'y a pas trop d'entretien. Tu as les modèles à air, donc il y a des trucs assez bas de gamme où tu remplis juste de l'air et tu as une sorte de. Tu as des clapetteries quoi, et pareil, c'est l'air qui te fait la remontée. Qu'est-ce que tu as d'autre? Tu as les modèles aussi comme les Raceface ou les Crank Brothers où c'est des cartouches d'huile à l'intérieur, comme sur les fourches Suntour. Donc c'est une cartouche jetable. Donc au bout d'un moment, quand ta selle reste bloquée ou qu'elle marche pas bien, tu la démontes, tu vires la cartouche, t'en rachètes une, tu mets dedans et ça repart. Et puis bah, après tu as les modèles plus haut de gamme comme les RockShox ou les Fox où là c'est carrément une cartouche d'huile à bain ouvert à l'intérieur. Donc là tu as pas mal d'entretien à faire. Mais par contre, c'est beaucoup plus léger. Pas de ressort, pas de cartouche supplémentaire à l'intérieur. Donc voilà. Donc là, on est sur un truc, la XLC, je crois qu'elle pèse 550 grammes. Donc c'est un peu plus lourd que les modèles à huile qui sont aux alentours des 300 ou 400 grammes. Alors pour la selle, j'ai pris une XLC aussi. Donc c'est des modèles ergonomiques. Donc ça a l'air bien confortable. Puis elle a de la gueule, elle est assez jolie cette selle. J'ai pas encore le collier. Voilà, ça va pas faire moche ce petit rappel de blanc entre la potence, le guidon et la selle quand tout sera monté. Ça sera peut-être pas si mal que ça, j'avais un doute, mais ça va peut-être le faire. Bon, on va passer les câbles. Et puis après, il n'y aura plus qu'à attendre de recevoir le reste du matos. Pédales, jantes, freins, collier. Tout ce qu'il faut pour finir le vélo. Le câble, hop. Impeccable.
Ça c'est quand même vraiment pratique, les passe-câbles comme ça, on se fait beaucoup moins chier qu'avant. Hop. On va faire la même chose pour le câble de la tige de sel télescopique. Ça se fait vraiment tout seul. Alors, en attendant les freins, on va commencer à virer la peinture qu'il y a sur les portées. Voilà, je prends du papier ponce super fin. C'est vraiment juste pour enlever la peinture. En espérant que d'origine, les portées soient bien à plat. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Voilà. Ça va être un monstre de descente. Mais en même temps, c'est un vélo qui pourra quand même bien pédaler. C'est l'avantage du hardtail, c'est que c'est vraiment des vélos super polyvalents, capables de tout faire, quoi. On va quand même faire les réglages des longueurs de câble en attendant d'avoir le reste du matos. Voilà. On est à peu près bon en longueur. C'est des paniers qui sont bien longues, qui ont un bon grip. Donc ça c'est des poignées, ça vaut dans les 25 balles. Les prix, j'ai pas dit tout à l'heure, un cintre comme ça vaut dans les 50 balles. La potence aussi dans les 50 balles. La selle XLC c'est dans les 30 balles. Et la tige de sel télescopique XLC c'est entre 200 et 240 balles dans le commerce. Bon, pour la longueur, il faut prévoir un tour de guidon à peu près. Si tu croises en tombant, que ça tire pas sur les câbles. Passe dessous. Alors, regarde, si tu tombes à peu près au même endroit de l'autre côté du guidon, on va rallonger un peu. Là je serais pas mal. Quand tu as coupé ta gaine, c'est bien d'arranger un peu le trou, là, parce que souvent il s'écrase un peu pour passer le câble. Voilà. Il n'y aura plus qu'à faire les réglages quand j'aurai reçu les roues. Bon, bah, je peux pas faire plus aujourd'hui. Il va manquer les freins, les roues. Et ce sera fini. Ça va faire un beau vélo. Un bel enduit rigide, bien extrême, avec la grosse fourche. Ah, ça va envoyer du lourd.